Donc, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous accueillir lors de ce mardi du CMAP sur le thème harcèlement moral et médiation, qualifier, prévenir, résoudre. Je suis content de vous voir ou de vous revoir et je suis très heureux de recevoir Charlotte Amenrath, Olivier Kutlikowski et Eric Basso qui est à distance ce matin. Bonjour Eric, tu nous entends? Oui, très bien. Et vous? Très bien. Donc, merci à vous trois d'avoir accepté cette invitation et surtout d'avoir accepté d'aborder un sujet aussi important que celui du harcèlement moral. Après un rappel du cadre juridique, vous allez entre autres aborder le rôle de la médiation dans la prévention et la bonne gestion de ce problème. Les mécanismes internes à l'entreprise pour lutter contre le harcèlement seront aussi abordés. Je vais brièvement présenter le parcours de nos intervenants. Charlotte est avocat associé du cabinet BFPL Avocat. Elle intervient sur l'ensemble des enjeux du droit social en accompagnant les entreprises dans la gestion de leurs relations individuelles et collectives au travail. Elle aide les dirigeants d'entreprises et les DRH à anticiper les risques encourus, notamment en ayant recours au mode amiable de règlement des litiges. Elle est aussi médiateur agréé auprès de la Cour d'appel de Paris, Chambre sociale et du CMAP. Bienvenue, Charlotte. Merci. Olivier est executive coach et médiateur depuis 4 ans. Il a été agréé par le CMAP en 2025. Il a été auparavant durant 25 années BRH chez Air France KLM, durant lesquelles il a développé une passion pour la prévention et la résolution des conflits au sein d'un monde aérien instable et soumis à un changement permanent. Olivier exerce ses activités d'executive coach et de médiateur dans des environnements très différents, que ce soit dans le monde associatif, les grands groupes, les PME, le secteur privé et public. Il est par ailleurs secrétaire général de l'ONG Aviation sans frontières. Bienvenue Olivier. Eric est médiateur certifié CMAP-ESCP Europe depuis 11 ans. Il réalise entre 80 et 100 médiations par an et est vice-président de la Fédération française des centres de médiation. Il est médiateur près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et ancien membre de l'instance nationale de médiation en établissement de santé publique. Il est professeur associé en sciences de l'éducation à Aix-Marseille Université, co-responsable du DU Métier de la médiation. Il est également auteur du livre 20 médiations à suivre, pas à pas, avec Jacques Salzer. Bienvenue, Eric. Donc, s'agissant Merci. de la configuration de cette intervention, les intervenants seront prêts à prendre vos questions à la fin de chaque section. Donc, à la fin de la première présentation de Charlotte, elle va demander au public, que ça soit sur place ou en distanciel, s'il y a des questions. Et ça va être la même chose pour Olivier et pour Eric au fur et à mesure. Et donc, les intervenants vont vous donner la parole et sans plus tarder, la parole est à vous. Merci. Alors, je commence. Donc, comme vous l'avez compris, j'ai deux casquettes. J'ai une casquette d'avocat et une casquette de médiateur, que en droit du travail. Il y a certains débats qui disent on peut être médiateur dans toutes les matières. Moi, j'ai fait le choix de me concentrer uniquement en droit du travail. Et je suis venue donc à la médiation il y a presque 20 ans maintenant au CMAP. Au début, on me demandait ce que je faisais là dans mon cabinet en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, la médiation? J'ai pris mon bâton de pèlerin. Je suis toujours là presque 20 ans après. C'est pas facile. Voilà, la médiation commence vraiment à se développer et aussi bien juridiquement que dans la jurisprudence. Et donc, je suis très, très convaincue, notamment sur des matières comme le harcèlement, la discrimination, sur des sujets aussi sensibles, que c'est extrêmement important d'avoir en tête que la médiation est un très bon outil pour ce type de sujet. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de droit pendant 1 heure, je vais essayer d'être très pragmatique. Ce que je voulais commencer par mettre en avant une redéfinition, enfin une définition juridique du harcèlement et quand, puisque le harcèlement est employé parfois à tort et à travers, et on a pensé que c'était important que moi, en tant qu'avocat, je recentre le débat sur les articles du code qui définissent la médiation. Donc, j'ai fait une présentation assez succincte hein, sur les différents articles.
Donc, en introduction, je viens de le dire, c'est un sujet complexe. Il y a des implications juridiques et humaines. Ça peut éviter un contentieux souvent long, coûteux, peu apaisant, puisque le sujet est quand même très, très difficile. Et ça n'est pas obligatoire, la médiation évidemment, vous le savez bien, et parfois ça n'est pas possible en cas de harcèlement moral. Donc je vais essayer de vous expliquer ça succinctement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on est trois et que les avocats, comme vous le savez, sont souvent très bavards. Donc je vais essayer de respecter mon temps de parole. Donc, ce qui est important, c'est de repartir des bases. Donc, il y a l'article 1152-1 du Code du travail. Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Rien qu'à la lecture de cet article, vous voyez que le champ est très très vaste, puisque vous avez à la fois des notions qui peuvent être très concrètes, mais aussi parfois subjectives. Et c'est toute la définition et la difficulté, c'est savoir est-ce qu'il y a ou non du harcèlement moral. Ça, je vous parle de cet article du Code qui sert aux magistrats à venir dire oui, il y a du harcèlement moral ou non, il n'y a pas de harcèlement moral. Donc, je continue dans les articles. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles, donc notamment celui que je viens de vous lire, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Donc, c'est-à-dire que si vous ne respectez pas et que vous allez enfreindre la loi quand il y a du harcèlement moral, tout acte que vous allez prendre dans ce sens-là va être nul. J'y reviendrai rapidement. Les conséquences sont importantes puisque dans ces cas-là, si vous passez à côté du harcèlement moral, eh bien les actes que vous allez prendre sont nuls et la nullité peut avoir des conséquences extrêmement préjudiciables pour tout le monde d'ailleurs. L'article 1152-4, obligation de prévention. Et ça, c'est important pour cette matinée. C'est l'employeur prend toute disposition nécessaire en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes à l'article 1152 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-32-2 du Code pénal. Là, le premier alinéa est très important puisque vous avez en tant qu'entreprise, mais je dirais même, surtout en tant qu'employeur ou DRH ou même collègue de travail, que en cas si vous êtes témoin de harcèlement, eh bien, il faut prendre toute disposition nécessaire en vue de les prévenir et de mettre fin à ces agissements. Sinon, vous pouvez être responsable de ne pas l'avoir fait. Je continue. Le fait, là, on passe au pénal. Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Donc il faut savoir que le harcèlement moral, c'est grave, puisque, comme vous pouvez le constater, c'est répréhendé pénalement. Donc, même chose, attention, c'est une matière délicate et la responsabilité pénale d'un dirigeant ou même d'un DRH peut être engagée s'il ne prend pas les dispositions nécessaires. Sanctions disciplinaires, tout salarié, alors là c'est de l'autre côté, ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire. Donc, vous avez connaissance d'un harcèlement, vous devez prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser le harcèlement et même de prendre des dispositions en amont pour prévenir qu'il n'y ait pas de harcèlement, puisque la jurisprudence dira même que une fois qu'il y a du harcèlement, vous n'avez pas rempli votre mission puisque le harcèlement a bien eu lieu. Et aussi, évidemment, quand il y a harcèlement, eh bien, punir les harceleurs qui ont procédé à ce harcèlement. Enfin, et j'en ai terminé avec mes articles des codes,
Et c'est un article qui est assez peu utilisé, mais qui existe dans le Code du travail. C'est que la médiation est prévue par l'article 1152-6 du Code du travail. Pourquoi cet article est peu utilisé? C'est que, comme vous pouvez le lire dans l'alinéa 3, en fait, quand on utilise cet article du Code du travail, il y a un rapport qui doit être écrit et consigné pour mettre fin au harcèlement. Donc, c'est le contraire à ce qu'on vous dit en médiation, c'est que la médiation est confidentielle et que, évidemment, rien ne sort de la médiation. Donc, cet article du Code du travail existe. Donc, l'intérêt pour nous, c'est de dire, écoutez, la médiation, c'est pas un outil qui sort de nulle part, puisque c'est inscrit dans le Code du travail. Mais c'est vrai qu'on ne l'utilise pas beaucoup ou dans des cas bien spécifiques, puisqu'il y a un rapport écrit qui doit être transmis. Voilà. Donc, ah ben non, j'ai menti. J'ai encore un article qui est important, comme ça je balaye tout ce qui est possible dans le champ de la médiation. C'est la preuve. Et en fait, c'est un élément extrêmement important, la preuve, puisque le mot de harcèlement, on peut l'utiliser, comme j'ai dit, à tort et à travers. Et parfois, malheureusement, il y a des situations de harcèlement qui existent, mais qui ne sont pas qui ne ressortent pas, c'est que quand on dit je suis harcelé ou il harcèle ou elle harcèle, puisqu'il n'y a pas que des hommes qui sont des harceleurs, eh bien, on doit avoir des éléments de preuve. Et la preuve, en droit, n'importe quel droit d'ailleurs, et pas que en droit du travail, eh bien, n'est pas forcément évidente à apporter. Et là, je ferai en terminant en parallèle justement avec les enquêtes internes, c'est que maintenant, comme on doit prendre toutes les mesures nécessaires, il y a un réflexe qui est de dire, bon, dès qu'on parle de harcèlement, on se dit, pour me protéger et pour avoir justement des preuves, je déclenche une enquête interne. Et mon propos n'est pas du tout de confronter la médiation et l'enquête interne, puisque les deux peuvent coexister, mais pour vous dire que la médiation peut être, quand elle est mise en place avant, peut éviter le déclenchement d'une enquête interne. C'est pas le sujet du jour, mais l'enquête interne est parfois assez traumatisante, aussi bien pour la personne qui l'enclenche que pour l'entreprise. Voilà, alors j'ai fini les articles. C'est très rapide parce que sur chaque article, on peut faire une matinée. Mais tout ça pour vous dire que c'est extrêmement important juridiquement pour bien recentrer le débat sur qu'est-ce que le harcèlement. Et dans les grands groupes, et ça, tu le diras sûrement, il y a des départements qui vont être spécialistes, entre guillemets, pour savoir si oui ou non c'est du harcèlement. Et si oui ou non, de savoir si oui ou non c'est du harcèlement, eh bien, il faut finalement balayer tous les articles que je vienne de vous énoncer pour savoir si oui ou non on est dans un cas de harcèlement. Donc, quand on a les éléments pour venir dire oui, c'est du harcèlement, on va donc avoir comme réflexe d'aller en médiation. Pourquoi la médiation? Et c'est ce que je vous disais par rapport aux articles que je vous ai cités. Les conséquences juridiques sont souvent très importantes. Déjà, souvent dans les dossiers de harcèlement, le salarié va être en arrêt maladie. Et l'arrêt maladie va pouvoir durer des mois et des mois. C'est pas drôle pour le salarié. Pour l'entreprise, dès qu'un salarié est en arrêt maladie, on se dit oh là là, il est en arrêt maladie, on laisse tranquille et on va rien faire contre cet arrêt maladie. Donc pourquoi moi j'ai trouvé il y a 18 ans sur ces sujets-là que la médiation était très importante, c'est que ça permettait de laisser justement de ne pas laisser pendant des mois voire des années un salarié en dehors de l'entreprise et avec un contentieux qui va durer. Alors les délais sont
d'un an et demi, si on prend le Conseil des promesses de Paris, 1 an et demi. Si on a du départage, ça rajoute 18 mois, plus la cour d'appel derrière, ça peut durer 3 ans. Si au bout de 3 ans, il y a une nullité du licenciement et une réintégration, alors pour le salarié, c'est très bien. Mais s'il perd, bah, c'est pas bien du tout parce qu'il a perdu 6 ans de sa vie à se battre sur un contentieux qui était très douloureux pour lui. Et pour l'entreprise, quand vous devez réintégrer un salarié 6 ans après, vous n'imaginez pas les conséquences que ça peut avoir. Donc, voilà, les conséquences juridiques sur ce thème-là sont vraiment à prendre en compte. Et parfois on entend dire, mais de toute façon, il n'y a pas de harcèlement, on s'en fiche, et tant pis, on prend le risque, on le licencie, je ne sais pas quoi. Eh bien, les conséquences juridiques peuvent être extrêmement importantes puisque il y a ce que je vous ai mis, la nullité, la réintégration, des indemnités, dommages et intérêts, rappel de salaire, et puis des réparations multiples. Alors, là, je ne vais pas me répéter, j'ai promis d'être courte. Donc, je rebondis quand même, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est très important de montrer quand vous êtes en contentieux que bah, le magistrat va vérifier si dans l'entreprise, même si c'est une petite entreprise, si vous avez mis des moyens pour prévenir les risques, et notamment les risques psychosociaux, de prévention des risques psychosociaux. Et la médiation, quand elle existe en entreprise et que vous avez déclenché à bon escient la médiation, eh bien le magistrat va pouvoir dire, ou le magistrat si on est en contentieux, mais même dans le cadre de débat, de dire, bah, écoutez, voilà, moi j'ai un outil qui est mis en place dans mon entreprise et la médiation a très bien fonctionné, etc., etc. Et la jurisprudence, et je vais vous donner des exemples, prend en compte le fait que l'employeur ou le salarié, parce que le salarié peut demander aussi à mettre en place la médiation, eh ben, c'est un outil qui existe dans l'entreprise et qui peut permettre d'éviter des contentieux. La médiation, donc par rapport à l'enquête, je l'ai dit, donc c'est pas une enquête, c'est pas une instruction, puisque l'espace est sécurisé et on reconstruit du lien et on trouve des solutions qui sont beaucoup plus finalement intelligentes. Non, parce que un arrêt de la cour ou un jugement, c'est intelligent aussi, mais beaucoup moins destructeur quand on arrive à une médiation réussie. Voilà, alors je vais pas vous lire tous les exemples. Alors j'ai pris des cours d'appel assez récentes et c'était pour vous montrer que justement dans les arrêts rendus aujourd'hui, on a des exemples justement pour venir dire que la médiation, eh bien, était un outil essentiel pour préserver la santé physique et mentale du salarié. Donc voilà, j'avais pris l'exemple de la cour d'appel chambre sociale, janvier 2023. J'en ai mis plusieurs, hein. Je n'ai pas le temps de vous les égrener et je regarde pour mon temps de parole. Mais c'est intéressant, je vous invite à les lire. Vous aurez de toute façon le support parce que ça montre aussi quand on veut prôner la médiation que ça ne sort pas de nulle part. Voilà. Donc il y a un article, ça existe depuis de très très nombreuses années. Et maintenant, la jurisprudence, voilà, j'ai pris janvier 2024. Là, c'était dans l'arrêt RRH qui avait mis en place des entretiens de médiation. Ça a été retenu par la Cour, une cour d'appel de Reims aussi. C'est intéressant puisque c'était la médiation qui avait été proposée par la salariée. Et justement, eh bien, la Cour a justement relevé que l'employeur n'avait pas répondu à cette demande. Donc là, vous voyez, c'est inscrit dans le marbre de l'arrêt, c'est que c'était la démarche du salarié et vous avez refusé de mettre en place la médiation. Donc vous irez voir cet arrêt et évidemment la condamnation de l'employeur. Donc, la médiation, bah, si vous le savez, voilà, ça réinstaure le dialogue. C'est le seul moment où on peut s'exprimer librement. Quand vous êtes en contentieux, vous n'avez
pas de temps de parole, hein, que ça soit pour l'employeur ou pour le salarié, puisqu'on n'a pas le temps. Même les avocats qui sont hyper bavards ne peuvent même plus s'exprimer devant les juridictions. C'est pas de la faute des magistrats, mais voilà, la justice est débordée. Et là, et en enquête, quand vous faites une enquête interne, c'est un peu un interrogatoire. Là, c'est la liberté de la parole. Et c'est vraiment intéressant sur ce type de sujet, puisque justement, quand on parle de harcèlement moral, il y a besoin d'une parole. Prévenir la rupture du contrat de travail, donc éviter les démissions forcées, inaptitude, licenciement. Les solutions, voilà, organisation, et ça, je laisserai la parole. Possibilité de séparation négociée quand on voit que c'est plus possible. Les avantages, démontre l'action dans la prévention, je l'ai déjà dit. Apprécié par le juge, je l'ai déjà dit. Et ce qui est très important, c'est la confidentialité et la traçabilité du processus. Voilà. Dans un instant donné, on sait que la seule chose qui apparaît en médiation, c'est qu'on a eu recours à la médiation. Est-ce que ça aboutit? Est-ce que ça a échoué? Bah oui, puisque quand on est devant un contentieux, bah soit la médiation a réussi, il y a un désistement des parties, soit ça a échoué et le contentieux reprend. Mais c'est tout ce qu'on dit. On ne dit pas qui, voilà. Donc, une traçabilité du processus parce qu'on a eu recours à la médiation. Durée courte, quelques semaines. Alors, je vous ai parlé de 6 ans pour un contentieux. Vous maîtrisez la solution. Je dis bien des parties, hein, employeurs et salariés, puisque quand au moins vous pouvez accepter la médiation ou refuser à tout moment. Ça protège la réputation. Même chose, salariés et entreprises, puisque quand vous dénoncez à tort du harcèlement, bah, vous pouvez vous prendre une dénonciation calomnieuse. Voilà, donc, enfin, c'est assez rare, hein. Mais quand vous êtes vraiment de mauvaise foi, il y a certains arrêts qui le citent, et moins coûteuse qu'un contentieux. Je passe rapidement outil culturel transformation. J'ai envie de dire que sur la culture, bah, c'est pas encore un réflexe, mais petit à petit, on pense à la médiation. Je voulais terminer sur les limites de la médiation, puisque on ne peut pas on ne peut pas choisir la médiation dans n'importe quelle situation de harcèlement moral. Quand vous avez des faits très graves avérés, ben là, c'est du pénal, hein, on l'a vu. Une victime qui n'est pas capable de rentrer en voie de médiation parce qu'elle est totalement en dépression et elle n'est pas capable d'aller en médiation. Donc ça, il faut, en tant que médiateur, sentir cela et dire, bah, écoutez, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, de dire, écoutez, voilà, il faut d'abord aller vous soigner et après, on verra, parce que vous n'êtes pas capable. Quand vous avez quelqu'un qui est devant vous et qui est en larmes et qui ne peut pas s'exprimer, c'est pas possible d'aller en médiation. Quand vous voyez un rapport de force déséquilibré, vous voyez voilà, le harcèlement, ça peut être entre un subordonné et un supérieur hiérarchique, ça peut être aussi entre deux collègues, mais quand vous voyez que ce rapport de force est trop déséquilibré, eh ben, il faut pas aller en médiation. Et quand aussi, ça peut aussi arriver, c'est que bah, les faits sont là et que on est obligé d'enclencher une enquête interne. Eh bien, dans ces cas-là, la médiation peut ne pas avoir sa place. Conclusion, j'espère que j'ai pas dépassé mon temps de parole, ça va? Donc la médiation, bon, c'est un outil extrêmement positif et ça fait 20 ans que je prends mon bâton de pèlerin, donc je vais pas vous dire le contraire, mais c'est pas non plus facile, hein, voilà. C'est une démarche qui est exigeante et il y a des règles respectives, vous les connaissez aussi. Ça ne remplace pas la justice parce que quand on entend que la médiation c'est un outil parce que la justice est beaucoup trop encombrée et que les magistrats veulent se débarrasser du dossier, bah non, parce que il y a plein de dossiers où c'est évident que c'est mieux d'aller en médiation plutôt que d'avoir un jugement qui va trancher alors que c'est du harcèlement, par exemple, et qu'on a besoin de parler. Ça préserve la dignité, le lien et la responsabilité, et c'est un outil de pacification durable.
Voilà, j'ai terminé. Oui. Ah, une question. Alors, si, parce que sinon, ils n'entendent pas. Donc, il faut prendre le micro. J'ai eu des consignes. C'est peut-être quelque chose que vous allez aborder plus tard, mais le texte qui est visé par le Code du travail donne au médiateur un rôle de conciliateur. Donc, vous avez mentionné la médiation, mais je sais pas, c'est quelque chose que vous avez peut-être... Sur la conciliation? le rôle du médiateur, tel Oui, qu'il est prévu par le texte, c'est un oui, rôle de conciliateur. oui. Mais Donc, en fait, je voulais pas l'aborder. oui, mais J'ai c'est simplement quelque chose... dit que c'est un texte qui existait, mais que en fait, c'était pas le sujet du jour puisque c'est pas la médiation que l'on utilise dans ce type de, enfin aujourd'hui, enfin, puisque c'est un rapport qui est écrit et oui, Non, non, pardon, je comprends la question de monsieur. oui. Est-ce que, enfin, je suis pas sûre de comprendre, enfin, la réponse, pardon, excusez-moi, peut-être qu'il faut Non, non, préciser. mais j'ai pas Je compris crois que forcément ce la que veut dire question non monsieur, plus. c'est que, est-ce que ça veut dire qu'on tombe dans la conciliation, qu'on est dans un régime différent? Non, 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 c'est une médiation. Ça s'appelle Ah, tout c'était ça une que vous vouliez médiation. dire, je sais pas. Oui, Oui, Qui est dans le code du travail. Ça s'appelle une médiation, mais qui donne un rapport qui est écrit. Et je vais être très. C'est comment? Ça ressemble aussi à ce qui est écrit dans la médiation. Oui, non, c'est pas... On appelle ça médiation. c'est- On est dans un rôle un peu plus intervention. voilà. Ouais. Là, je pense qu'on vous entend pas. Ouais. Non, mais simplement parce que le texte parle de conciliation. Oui, C'est- mais c'est pour ça que je veux pas l'aborder aujourd'hui parce que on l'utilise pas, enfin, sauf erreur de ma part. Moi, je l'ai jamais utilisé en droit du travail parce que justement, il y a un rapport qui est écrit. Et donc, moi, les médiations que je pratique depuis toutes ces années ne sont pas avec ce texte-là. Voilà. Autre question? Et moi, j'avais une autre question. Est-ce que les partis peuvent se faire assister, par exemple, par un représentant syndical? Et question dans la question, quand vous dites qu'il y a une victime qui est peut-être trop mal en point pour se défendre, est-ce que un système de navette avec justement des tiers ou quelque part pas un avocat, mais quelqu'un qui aide la victime, est-ce que ça peut se Bien conduire? sûr, bah, l'assistance enfin moi en tant qu'avocat, je vais pas dire le contraire et dans tous les dossiers que je gère aussi bien en tant que médiateur ou en tant qu'avocat, il y a sur ce genre de sujet, c'est toujours important d'avoir les avocats. Alors si c'est en contentieux, c'est plus facile. Si c'est en médiation interne dans l'entreprise, parfois il n'y a pas forcément de personnes qui assistent. Mais si le salarié demande à être assisté, je ne vois pas comment on peut lui interdire d'être assisté, évidemment, surtout s'il est s'il est en souffrance. Autre question, il faut faire circuler le micro parce que sinon les personnes à l'extérieur n'entendent pas. Oui, merci. Comment assurer la confidentialité à l'issue de la médiation si justement ça a des impacts peut-être RH, des rattrapages, etc. Ce qui fait que c'est peut-être pas écrit, mais ça a des conclusions, des impacts. Moi, je pense à des impacts RH, par exemple. Alors, c'est tout le sujet. Alors, la confidentialité, il y a beaucoup de GER là, qui ont consacré des matinées sur la confidentialité, puisque avec le décret du 18 juillet dernier, il y a tout un pan sur la confidentialité qui a fait couler beaucoup d'encre sur ce sujet. Normalement, la confidentialité est absolue. J'ai envie de vous répondre, oui, si à la machine à café, on dit, ah bah tu sais, il m'a dit que, voilà. Après, les conséquences juridiques, si par exemple on est au contentieux et que l'on utilise des éléments qui ont été dévoilés dans le cadre de la médiation et que vous les retrouvez dans un arrêt, dans des conclusions, en fait, ça peut venir annuler votre décision de justice. Voilà. Donc ça, c'est une conséquence très pragmatique
de la violation de la confidentialité. Maintenant, si c'est à la machine à café, Pas de trace. voilà. La confidentialité, comment peut-elle être préservée quand il y a une enquête? Alors, on va pas parler des enquêtes parce que c'est pas le sujet et que voilà, on a trop à faire avec la médiation. Voilà, et peut-être que Olivier, mais les enquêtes, oui, enfin, moi voilà. Pour avoir Et c'est accompagné ce cas-là. le problème des enquêtes quand on est en contentieux, c'est que maintenant on a la production des enquêtes, enfin, si on la demande dans le cadre des pièces communiquées, on peut demander la communication de l'enquête. Voilà. Et si on la communique pas, le magistrat peut vous obliger à communiquer l'enquête. Mais on va pas parler de l'enquête parce que voilà, ça prendrait beaucoup trop de temps. Tout le volet qui va être abordé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le timing? On peut prendre deux Ouais. petites questions. Moi, j'ai une question justement de la salariée qui part en arrêt maladie. Oui. La société est d'accord pour recourir à une médiation parce qu'elle pense que c'est la meilleure solution pour tenter de régler le litige. Mais la salariée, donc, on lui envoie un courrier en lui indiquant qu'on est prêt à recourir à une médiation. La salariée part donc en arrêt maladie. On ne sait pas si la salariée sait ce que c'est que la médiation. Comment approcher la salariée pour l'informer en tout cas et lui faire comprendre que c'est le moyen pour l'employeur de répondre à son obligation de sécurité, de tenter de résoudre la situation sans faire pression sur elle. Est-ce que ça veut dire que c'est un médiateur pressentier qui l'appelle, mais est-ce que c'est pas intrusif dans la vie personnelle du salarié qui est en arrêt maladie? Oui. Donc l'employeur, il peut difficilement aussi la contacter parce qu'elle est en arrêt maladie. Donc comment enclencher le processus pour peut-être faire prendre conscience à la salariée que c'est pour elle le meilleur moyen de trouver ou tenter de trouver une solution au conflit? Alors, je vais répondre avec ma casquette d'avocat. Quand je suis pour l'entreprise et qu'un salarié est en arrêt maladie, le premier réflexe que je donne, c'est le salarié est en arrêt maladie, on le laisse tranquille. Donc, surtout, on le contacte pas. Maintenant, si on peut lui téléphoner et moi mon conseil à ce moment-là, c'est de dire, est-ce que vous avez un conseil? Est-ce que vous voulez vous faire assister? Parce qu'on aimerait bien mettre en place une médiation. Ça, vous pouvez le faire par téléphone ou même par écrit. Mais si le salarié décide de ne pas répondre, vous n'avez pas d'autre moyen, malheureusement, de l'obliger. Merci. Je me permets juste de rajouter un élément par le micro, à parce que votre question sur les connaissances de la médiation en tant que telle. Les juges peuvent rendre des injonctions à rencontrer un médiateur. Et donc, le médiateur va faire une réunion avec le salarié et avec la société. C'est dans le cadre d'un contentieux. Ah, vous êtes avant. Dans OK. le cadre d'un contentieux. Et ça fonctionne bien. Maintenant. Oui, voilà. Mais c'est avant, c'est le salarié qui est en arrêt maladie. Dans ce cadre-là, on peut être informé de la médiation si on ne connaît pas de quoi il s'agit. Peut-être une question en ligne. Ah oui, il y a peut-être des questions. Ah, il y a 60 questions? Non, ah bon? Alors, il y a une question. Pensez-vous que la médiation est pertinente dans un cas de harcèlement entre collègues quand une personne prend l'ascendant sur l'ensemble d'une équipe? L'audit RPS ne peut-il pas être plus pertinent en pareil cas? Alors, je vais me défiler, je vais dire ça dépend. OK. Ça dépend. Oui, le harcèlement entre collègues, oui, le harcèlement n'est pas obligatoirement entre un supérieur et un subordonné, donc le harcèlement entre collègues existe. Si les deux parties sont d'accord pour aller à la médiation, on tente la médiation. Si ça n'aboutit pas et que c'est un problème plus complexe, on bascule vers l'enquête. Autre question? Voilà. Ah, encore une question. Très rapidement, par rapport au point d'information des salariés, est-ce qu'il n'y aurait pas une évolution à essayer de promouvoir? C'est que dans les contrats de travail soit mentionnée la possibilité de médiation, puisque finalement, un contrat de travail, c'est 4 ou 5 pages, et pour que chaque salarié connaisse ses droits et en matière de médiation, on pourrait essayer d'instiller une clause qui lui rappelle ça. Alors, moi, souvent, je préconise de mettre effectivement dans les contrats de travail à la fin, mais
les litiges sont régis par les tribunaux français au Conseil des prud'hommes. On peut effectivement ajouter une clause de médiation, mais c'est pareil, si le salarié veut pas, on peut lui faire un courrier en lui disant, conformément à l'article X de votre contrat de travail, je vous informe que pour débloquer la situation, on peut faire appel à la médiation conformément à l'article de votre contrat de travail. Voilà. Et là, c'est pas harceler le salarié de lui envoyer ce type de courrier. Donc effectivement, c'est une bonne remarque. Tout à fait. Et bien, on continue. Oui. Écoutez, merci de m'avoir invité à cette instance. C'est vrai que lorsque j'ai été contacté, ça m'a un peu secoué parce que le sujet du harcèlement moral pour le réseau RH, c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Après, je me suis dit que c'était intéressant de venir témoigner en tant qu'ancien praticien, sachant que j'ai quitté donc le métier de ressources humaines il y a 4 ans pour me dédier au coaching et à la médiation. Mais il y a quand même un lien avec ce que je vais vous raconter par rapport à ce que j'ai pu connaître à Air France. Donc voilà, donc je vais témoigner au nom du réseau RH. Je vais d'abord, on m'a demandé de vous faire la description d'un dispositif interne donc de prévention et donc de lutte contre la médiation contre le harcèlement. Je vais vous présenter le dispositif d'Air France, qui a une longue pratique en la matière. Ensuite, je vous donnerai donc un témoignage, puisque on m'a demandé aussi, tu m'as demandé donc de témoigner par rapport à ce que j'ai pu vivre personnellement. Donc j'ai choisi 2 cas de médiation, pas de médiation, mais de harcèlement toujours. Et enfin, je vous donnerai un retour d'expérience global, et puis je ferai le lien avec la médiation. Dans Air France, il y a donc je vais parler pour Air France, hein, puisque j'ai travaillé pendant 20, comme l'a dit Jade, j'ai été pendant 25 ans des RH Air France, des RH d'établissements. Donc j'ai fait 5 établissements différents, donc j'ai une vision assez globale. Et Air France a une longue tradition en termes de lutte contre le harcèlement, puisque la charte, la première charte qui a été constituée en la matière, a été faite en 2008. Donc c'est une longue tradition. Et donc cette charte a été remplacée par un accord qui a été donc signé, un accord donc avec les syndicats, qui a été signé en 2020. Et actuellement, cet accord est en cours d'actualisation. Alors, c'est un dispositif complet, hein, mais donc je vais vous le décrire, hein, puisque c'est intéressant de voir effectivement comment s'organise une grande entreprise sur ces sujets-là. Succinctement, je vous le décrirai, puis je répondrai à vos questions. Ce qui est intéressant, c'est déjà de voir le rôle des acteurs. Et là, je vais juste vous lister tous les acteurs qui sont concernés par l'accord. D'abord, le comité exécutif. Et c'est logique, il doit veiller à la mise en œuvre de la politique, à l'application de l'accord. Le chef d'établissement, évidemment. Le DRH, qui doit piloter la mise en œuvre de l'accord et qui est donc directement responsable de l'application de cet accord. Le réseau RH, extrêmement évidemment impacté. Les conseillers QVT, qui sont donc, comme le réseau RH, formés pour recueillir les signalements. Les managers, bien évidemment. Le service de prévention au travail, donc les ergonomes et les préventeurs sont également associés donc à la lutte contre le harcèlement. Les services de prévention au travail et évidemment les services médicaux et sociaux du travail. Donc sachant que dans une entreprise comme Air France, il y a non seulement des infirmiers, mais également des médecins du travail et des psychiatres. Les organisations syndicales, donc très important évidemment, donc les représentants syndicaux, les élus, et avec en particulier la CSSCT, donc la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, et enfin les référents qui ont été mis en place pour lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Donc vous voyez, c'est donc un panel très très important d'acteurs, et tous ces acteurs sont coordonnés par le DRH. Donc déjà, vous mesurez la complexité de la tâche lorsqu'on met en œuvre des enquêtes. Alors, le dispositif de prévention, il est assez classique. En 2020, c'était un dispositif interne avec donc 2 possibilités. Donc, d'abord le signalement qui est déposé en toute confidentialité par le salarié qui s'estime victime d'un harcèlement. Ce signalement peut être fait directement auprès d'un RRH, d'un conseiller QVT, ou alors par intraligne. Et ensuite, là, c'est basculé sur le RRH ou le QVT. Et après ce signalement, il y a donc l'examen qui est fait par le conseiller QVT et le RRH.
ont été formés pour cela. Et à partir de là, il y a deux possibilités. Donc, ils échangent avec le DRH, d'ores et déjà, évidemment. Et donc, ils peuvent décider qu'il s'agit simplement en l'occurrence, de la nécessité de recadrer la situation parce que il y a objectivement pas de situation de harcèlement, mais il y a la nécessité de recadrer les choses. Et donc là, on met en place une procédure simplifiée avec une résolution qui est donc de la responsabilité du manager et du RH concerné, qui peut s'appuyer sur les préconisations du conseiller QVT. Donc ça peut être, pour le coup, justement, un entretien de recadrage contradictoire et il est indiqué dans l'accord une médiation. Donc évidemment, j'y reviendrai, hein, la médiation peut être extrêmement utile dans ce genre de situation lorsque le harcèlement moral ou sexuel n'est pas vraiment avéré. Si par contre les faits sont susceptibles d'être considérés comme graves, à partir de là, le DRH est saisi. Et donc lui, il met en place une procédure collégiale et donc il constitue un comité de 5 personnes qui font partie du réseau que je vous ai cité, qui, à partir de là, diligentent une enquête la plupart du temps et en désignant 2 personnes du comité, ce sont très souvent des RRH ou des conseillers QVT, et qui ensuite rendent leurs conclusions et c'est le DRH qui tranche, qui prend la décision. Donc il a vraiment l'entière responsabilité de la décision. Et donc je peux vous dire, j'y reviendrai, qu'il y a une certaine solitude au moment de la prise de la décision de la part du DRH. Voilà, donc je reviendrai sur le processus si vous avez des questions. Et je voudrais plutôt parler un peu de mon ressenti et des conclusions que j'ai tirées en y réfléchissant de ces périodes où j'ai été donc impliqué dans la lutte contre le harcèlement. Euh, D'abord, deux témoignages. Alors, dans mes différents postes de DRH, j'ai été DRH opérationnel sur des grands secteurs parisiens et de province, et j'ai été également DRH international. Et donc, un témoignage qui m'est venu, c'est une situation qui était extrêmement émotionnelle à suivre et à gérer, qui a été le signalement de plusieurs femmes d'une délégation à l'étranger. Un signalement qui a été fait par Intraligne, qu'on a reçu donc par Intraligne, et qui effectivement nous a évidemment immédiatement alerté. Donc, c'était un signalement pour harcèlement moral de la part du responsable donc administratif et financier de la délégation. Donc là, il s'agit ce sont pas des grandes équipes, hein, ce sont des équipes de l'ordre en l'occurrence, c'était une équipe de 30-40 personnes. Et donc le signalement nous a paru suffisamment grave pour que je décide, après avoir constitué ce comité, de diligenter une enquête avec le comité. Et donc nous avons envoyé 2 RRH parisiens sur place. Et ils ont été extrêmement secoués, très très secoués, parce qu'il y a eu une dimension émotionnelle qui était extrêmement forte, très très forte. Ils ont vu beaucoup beaucoup de monde, non seulement donc effectivement celles qui ont eu le courage de signaler ce harcèlement, mais également évidemment l'encadrement, la personne qui était donc accusée. Ça a été très long. Ils y sont retournés d'ailleurs et ils sont revenus, mais alors vraiment très secoués. Et le sujet, c'était aussi de prendre en compte la dimension culturelle du pays en question, culture patriarcale. Donc, il fallait aussi intégrer cette dimension-là. Et la conclusion, elle a été quand même sans appel. Effectivement, on a considéré que cette personne, effectivement, s'était livrée depuis longtemps, effectivement, du harcèlement sur l'ensemble de son équipe et qu'il y avait une vraie chape de plomb. Et donc, il nous a fallu, donc, à partir de là, prononcer le licenciement de la personne, puisque dans ce genre d'environnement, on n'allait pas mettre en place d'autres approches. Et donc là, ce que je retiens de ce dossier, c'est vraiment la dimension émotionnelle, qui était extrêmement forte, extrêmement forte. Et la délégation a été également extrêmement secouée, très secouée, vous pouvez vous en douter. Et donc, j'y reviendrai aussi, il y a toute une dimension systémique. C'est-à-dire que lorsqu'on met en place ce genre d'enquête, non seulement il y a les gens qui sont concernés par l'enquête, mais il faut prendre en compte aussi toutes les interactions. Je ne vous cache pas qu'on a fait revenir le responsable donc de la délégation, on l'a fait revenir, on l'a remplacé. Il était nécessaire, mais il n'avait pas perçu les signaux faibles. Et de toute façon, il fallait repartir de zéro au niveau donc du management de cette équipe. Un deuxième exemple qui m'est venu en tête, et qui justement répond là plus à l'objectif aussi de parler de la médiation, mais en creux, si vous me pardonnez l'expression, c'est le signalement dans un secteur opérationnel d'un agent de maîtrise
à 3 ans de la retraite, qui a signalé pour harcèlement moral donc son responsable opérationnel, qui est donc une femme d'une quarantaine d'années qui venait d'arriver, qui venait du siège et qui avait constaté vraiment une nette de ce qu'elle considérait comme une nette insuffisance professionnelle. Et cette personne a très mal vécu donc l'entretien annuel, signalement pour harcèlement moral. Là, enquête. Alors, on n'a pas fait d'enquête là en l'occurrence. Il n'y a pas eu d'enquête interne diligentée à travers donc la procédure collégiale. Et nous avons considéré qu'il n'y avait pas lieu de déclencher une enquête et qu'il fallait faire donc à partir de là un entretien de recadrage et que derrière il s'agissait de faire comprendre effectivement à l'agent de maîtrise que certes la personne avait été assez cash et que ça reposait sur quand même des éléments qui étaient avérés. Et puis le manager, on l'a également reçu. Le souvenir que j'en garde, c'est que cette femme a été très perturbée par le processus. Très perturbée par le processus, avec un sentiment profond d'injustice, en disant, moi j'ai fait mon travail. Et donc, derrière, que je retiens, et j'y reviendrai tout à l'heure, cet exemple, c'est que là, la médiation aurait été très utile pour recréer du lien, pour le coup, qui était abîmé. Et donc, les deux personnes sont reparties sans que le lien ait été recréé. Alors, ce que je retiens globalement de tout ça, c'est d'abord une dimension extrêmement chronophage. C'est en termes de temps que l'on peut passer sur ces sujets-là lorsque un signalement est déclenché, c'est extrêmement chronophage et ça prend énormément de temps à beaucoup d'acteurs. C'est presque, je crains pas d'utiliser le terme, il y a une dimension embolisante, hein, pratiquement. Hein. Avec ces approches qui sont donc nécessaires, certes, mais qui sont extrêmement complexes et lourdes. Il y a le sentiment d'être en permanence sur le réseau RH, le DRH, les RH sur une ligne de crête. Entre les victimes, ceux qui sont visés par le signalement, les managers, les équipes aussi, l'environnement qui est totalement déstabilisé. Donc, il faut assumer cette ligne de crête. Je retiens aussi, ça c'est un élément très, très positif pour moi, l'aide extrêmement appréciée, que j'ai beaucoup apprécié à l'époque, du secteur médico-social. Je me suis beaucoup appuyé sur le secteur médico-social. L'aide des élus aussi. Je me suis beaucoup appuyé sur les élus. Et la plupart du temps, j'ai eu face à moi des élus qui avaient vraiment une attitude qui était très responsable sur ces sujets-là. Et évidemment du secteur QVT. Mais enfin, in fine, quand même une grande solitude dans la prise de décision, puisque ça appartient au DRH de prendre la décision, en fait. Une dimension systémique qui est très importante à prendre en compte, et là, je pense que le réseau RH et le DRH sont bien placés pour prendre en compte cette dimension systémique. Donc, lorsqu'il y a effectivement un signalement, il faut prendre en compte aussi toutes les interactions avec l'environnement. Et enfin, je voudrais insister là-dessus pour terminer, une dimension émotionnelle extrêmement forte, très lourde à absorber, à accompagner, à gérer, sachant que, eh bien, on n'est pas spécialement préparé. Alors évidemment, vous direz que c'est un peu le métier du DRH et du réseau RH, mais on n'est quand même pas spécialement formé. Je le vois bien à travers ce que j'ai, la formation de coach que j'ai suivi depuis, et puis également de médiateur. Je pense que là, effectivement, cette dimension émotionnelle, ça serait intéressant aussi de mieux former le réseau RH à l'accompagnement des émotions. Il faut garder son humilité. Il faut rester vraiment avec beaucoup d'humilité jusqu'au bout et essayer de garder sa lucidité pour pouvoir prendre la décision qui soit la plus juste possible, sachant que la décision n'a pas pour objectif de soigner la relation. Là, j'insiste là-dessus. La décision a pour objectif de reconnaître ou non les faits. C'est ça la décision qui appartient au DRH. Est-ce que les faits sont avérés ou pas? Soigner la relation, j'y viens, c'est le lien que je peux faire avec la médiation. C'est que depuis maintenant la médiation se développe, alors, et en particulier chez Air France, ça on le sait bien, et en particulier pour la médiation, donc toute la médiation judiciaire, il faut savoir que Air France a passé et donc un contrat avec le CMAP, on a fait diviser par 3 à l'époque, donc le niveau de médiation judiciaire, de conflictualité judiciaire grâce à la médiation avec le CMAP.
Mais l'intérêt de la médiation, évidemment, en interne, et à l'époque, on n'y faisait pas appel, il y a 7-10 ans, c'est vraiment de pouvoir panser les plaies, si vous me pardonnez l'expression, lorsque le harcèlement n'est pas considéré comme avéré. Et à partir de là, il y a aussi un impact évidemment très intéressant sur la dimension émotionnelle. Ça permet d'accompagner cette dimension émotionnelle et ça permet d'aider l'équipe et puis les protagonistes à tourner la page. Et donc, avec le recul, évidemment, je l'aurais proposé, parce que je ne faisais pas à l'époque, je n'y pensais pas. Alors, il faut savoir, je terminerai là-dessus, que depuis, Air France a continué à évoluer sur le sujet. J'ai fait le point avec eux récemment et qu'ils ont maintenant créé un service central de prévention et de lutte contre le harcèlement moral et sexuel et qui est présidé par une ancienne médiatrice et coach. Vous avez des questions? Micro. Alors, en fait, je trouve particulièrement intéressant de vous écouter tous les deux parce que vous donnez des visions qui sont assez différentes finalement. Ce que je perçois assez aisément, c'est que dans le tri, si je puis dire, des cas que vous faites, entre il pourrait y avoir un harcèlement avéré ou alors c'est assez faible et là, quand on n'est pas dans une situation qui pourrait sembler qualifiée, on voit que la médiation devrait être systématisée, on voit parfaitement l'intérêt. En revanche, si on est dans un cas un petit peu plus complexe, finalement, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément... Alors, ça veut dire qu'elle est très utile, mais qu'il n'y a pas forcément harcèlement. Et je m'interroge sur les cas, alors là, je reviens peut-être vers vous, mettre les cas où on a quand même des signaux comme quoi il pourrait y avoir une situation de harcèlement. Est-ce que réellement là, on a une expérience sur la médiation? Parce que l'aspect émotionnel, je pense que effectivement, c'est ce qui domine. En tout cas, il faut être clair du côté du salarié, parce que l'intérêt du côté de l'entreprise, on le voit, mettre fin à cette situation qui est chronophage, coûteuse, qui traumatise les équipes en plus. Mais l'intérêt du côté du salarié, dans une situation où il y a peut-être un harcèlement avéré, hein, puisque s'il n'y en avait pas, on ne serait pas en train d'en parler aujourd'hui, est-ce que vraiment on a des résultats, de bons résultats? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut penser, alors systématiser non, puisque ça dépend de l'état voilà, des personnes, de l'enjeu émotionnel. Mais finalement, je vois bien que la médiation a un intérêt, comme on le sait tous ici, et que dans les cas où c'est pas forcément une situation de harcèlement finalement, mais dans le cas où ça en serait une, alors est-ce qu'on a des retours et des choses, voilà. Je vais d'abord répondre et puis je te passe la parole. Bien sûr. Bon, déjà, il est clair que si on est face à une situation de harcèlement avéré, à partir de là, l'entreprise, elle se doit d'agir. Et donc là, elle va pas mettre en place un dispositif de médiation. Elle va déclencher des sanctions disciplinaires. Elle doit trancher la situation si le fait est avéré. Donc, je pars sous ton contrôle, mais moi, j'aurais tendance à dire avec le recul que si une situation de harcèlement est avérée, dans ce cas-là, l'entreprise se doit d'enclencher des mesures. L'intérêt de la médiation, je le ressens, j'ai du mal à le percevoir, mais ça, je m'exprime en tant qu'ancien RH. Moi, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, en fait, des deux côtés, aussi bien avocat que médiateur. C'est que quand on est avocat et que on est saisi d'un cas de harcèlement, donc je me place par exemple du côté du salarié, moi, je dis toujours que il faut le problème de la justice, et c'est pareil, je ne critique pas les magistrats, ils n'ont pas beaucoup de moyens, c'est que c'est très très long et que pendant ce temps-là, le salarié, il n'est pas, voilà, il n'est pas guéri et réparé, et on ne sait jamais, même avec un très bon dossier, sur qui on va tomber 6 ans après.
Donc moi, je fais toujours un travail, même quand je vois, alors sauf quand la personne n'est pas capable psychologiquement, mais quand je vois que, eh ben, d'essayer toujours de trouver une solution. Ça, c'est mon côté, voilà. Parce que malheureusement, la justice ne répond pas forcément en matière de délai à ces situations. Et le pénal, n'en parlons pas. Si vous allez pour harcèlement, alors il y en a qui vont me dire, je m'en fiche, que ça dure 8 ans, je veux y aller. Parce que, eh bien, dans ces cas-là, aucun problème. Mais moi, je mets toujours en garde, c'est mon rôle de conseil en tant qu'avocat, que ça peut être très, très, très long et on n'est jamais sûr du résultat, même avec un bon dossier. Donc voilà, c'est pas une réponse, il n'y a pas de réponse très, très, très cartésienne, mais moi j'aborde toujours ce sujet-là et je fais très attention justement à dire, voilà, est-ce que j'embarque, excusez du terme, mais c'est un peu ça, parce que quand on est dans la barque, on ne sait pas où on va, un salarié avec 6 à 8 ans de procédure. S'il me dit ou elle me dit oui, on y va, eh ben on y va. Et même quand on a enclenché, rien n'empêche que même s'il y a des faits et qu'on est au contentieux, de toujours faire marche arrière et de trouver une solution en médiation. Voilà, moi c'est je suis peut-être très optimiste, mais je pense que c'est quand même l'approche à avoir. Oui. J'avais une question qui était plutôt tactique. Quand on est du côté salarié et qu'on reçoit une lettre de convocation, un entretien préalable, ça tombe jamais comme ça. Rares sont les salariés, j'en présente un peu, qui débarquent quand ils reçoivent, ils savent très bien qu'il y a une ambiance. Bref, est-ce que c'est pertinent avant même d'avoir l'entretien et de découvrir ou pas les motifs qui peuvent conduire à un licenciement, est-ce qu'on est entre donc la lettre de convocation et l'entretien, de demander, ou pendant l'entretien d'ailleurs, de demander le recours à la médiation? Alors, ça serait une super idée, sauf que l'employeur, une fois qu'il a enclenché le processus, va aller normalement jusqu'au bout du processus. Parce que sinon, vous avez un problème. Alors maintenant, voilà, donc pratiquement, moi, j'ai très, très, très rarement vu d'entretien convocation se transformer en médiation. Alors, en ce moment, enfin, c'est pas en ce moment, c'est depuis plusieurs années, parfois on voit que ça se transforme en rupture conventionnelle lors de l'entretien. Mais vous avez raison, pourquoi pas, lors de l'entretien, demander une médiation. Après, l'entreprise, à mon sens, quand elle a enclenché le processus, dira plutôt, bah, écoutez, voilà, il pourra peut-être avoir une négociation après, mais le processus est enclenché et puis c'est toujours pareil, ça dépend des faits. Quand, quand vous êtes une entreprise et que vous avez enclenché, et ça je parle sous le contrôle du DRH, une procédure de licenciement, c'est pas à la légère que vous l'avez fait. Donc vous considérez quand même qu'à matière, ou alors vous êtes, enfin c'est du n'importe quoi. Donc de faire marche arrière, c'est toujours difficile. Mais ça veut dire que la demande de la médiation, elle intervient à quel moment du coup? Alors elle intervient avant, quand par exemple le salarié est en arrêt maladie ou pas en arrêt maladie, mais dit qu'il y a une situation, voilà, il se sent pas bien au travail et il y a une situation de souffrance là. Et après le licenciement, avant le contentieux, une fois qu'il y a du contentieux à n'importe quel stade, en fait la médiation intervient à n'importe quel stade. Mais entre l'entretien préalable et le licenciement, je vais pas vous dire que c'est pas possible, et au contraire, je trouve que c'est une bonne idée. Mais pratiquement, moi, je ne l'ai jamais vu. Surtout que souvent, il y a très peu de délai entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement. Donc, le processus, il est enclenché, mais rien n'empêche après, juste après la lettre de licenciement, justement, de trouver une négociation ou une médiation. Donc, on a deux questions en ligne avant de passer à l'intervention d'Éric. Avez-vous été confronté à une demande de médiation entre deux salariés après que l'un d'eux ait été sanctionné pour harcèlement? Ça, c'est la première. La deuxième, c'est quid de la prévention? Avez-vous eu l'occasion de mettre en place un système de détection précoce des conflits et des tensions?
Je pense que la deuxième question, c'est plutôt Olivier. Oui, alors effectivement, j'ai passé assez vite sur le système de prévention. Il y a des formations qui sont systématiques maintenant pour l'ensemble des managers. Et ensuite, il y a des formations encore plus spécialisées pour le réseau QVT et le réseau RH. Donc ça, c'est pour l'aspect donc formation. Et après, évidemment, il y a des campagnes qui sont extrêmement régulières, en termes de communication, de livret d'informations, sachant qu'il y a aussi un enjeu majeur chez Air France, c'est qu'on a une population itinérante qui est importante avec donc les navigants. Et donc, évidemment, tout le sujet de la prévention, il est majeur parce que il y a parfois chez les salariés globalement, hein, je parle, il y a pas toujours la sensation d'être en situation de harceler en fait. Voilà une blague un peu lourde, ou un comportement un peu trop familier. Et donc, il s'agit vraiment d'éclairer donc l'ensemble des salariés pour qu'ils prennent conscience du fait que, en toute inconscience, ils sont en train de basculer dans une situation de harcèlement, en fait. Et donc ça nécessite un gros travail de communication, de formation. C'est un sujet qui est majeur. Ouais. Outre le fait de communiquer sur tout le dispositif possible en termes de signalement et autres. Merci. Une dernière question dans la salle. C'est une question pour Olivier. Oui. Moi, je reviens sur le problème d'enquête. J'ai accompagné en fait un manager qui avait repris une agence qui était en train de péricliter, qui l'a complètement remonté avec un résultat super positif et qui a été accusé de harcèlement par certains membres de son équipe. Et il y a eu une enquête. Qu'il a découvert du jour au lendemain, et en fait ça l'a complètement cassé. Ouais. Et j'ai dû l'accompagner en tant que coach, voilà, pour essayer de remonter puisqu'il ne dormait plus, etc. Sachant que après finalement les personnes qui l'ont accusé ont été licenciées, mais le mal a été fait. Donc ouais. qu'est-ce que Air France voilà fait pour accompagner ceux qui ont peut-être été l'objet d'une enquête? Ouais. Et finalement ça ne veut pas dire qu'il était tout blanc, hein. Ouais. Je pense qu'il avait un comportement peut-être trop familier, etc., et qu'il a poussé ses équipes pour remonter cette agence. Mais il y a quand même eu un dégât, donc voilà, je voulais savoir qu'est-ce qu'Air France faisait dans tel cas, dans un tel cas. Là, je vais être franc avec vous. Il y a 10 ans, je pense que on prenait pas suffisamment en compte cette dimension-là. Et je reviens à la dimension émotionnelle et au fait que tout le monde est embarqué dans effectivement donc des processus qui peuvent causer des souffrances, en particulier pour ceux qui s'estiment injustement accusés et qui ensuite vivent avec cela. Ce qui m'a intéressé lorsque j'ai rappelé Air France, c'est d'apprendre que ils ont mis en place ce service central pour coordonner donc l'action de l'ensemble des DRH, et que ce service il est piloté par une personne qui est à la fois coach et médiatrice. Donc ça veut dire que derrière cette dimension-là de médiation, parce que l'une des réponses c'est la médiation, mais pas que, ça peut être aussi une réponse à travers des accompagnements plus personnalisés, des gens qui sont en souffrance. Moi, j'ai pas pu creuser plus, mais je suis convaincu que vu le profil de la personne qui est à la fois coach et médiatrice, qui est en charge de la lutte et de la prévention contre le harcèlement, je pense que cette dimension que vous citez, j'espère qu'elle sera prise en compte, qu'elle est prise en compte. Je pense que c'est beaucoup plus le cas aujourd'hui, grâce au fait que en fait, en tant que réseau RH, nous sommes pas préparés à ces questions-là, par notre formation, de notre parcours. Mais je vois aujourd'hui de plus en plus la prise en compte de cette dimension, donc à travers des spécialistes qui sont recrutés dans les entreprises, en particulier en termes de coaching. Pour rebondir juste 2 secondes sur votre question, moi en tant qu'avocat, c'est vrai que je vois des gens complètement détruits qui ont été licenciés en 2 minutes, enfin pas 2 minutes, mais des enquêtes qui ont duré très longtemps, mais après qui sont licenciés en 2 minutes parce que pour faute grave, après une enquête extrêmement violente, comme un interrogatoire, et ils sont détruits parce qu'ils disent mais moi on m'a demandé d'être performant, donc voilà j'ai mis en place un système de performance.
Alors peut-être, comme vous dites, hein, j'ai peut-être pas bien fait parce que j'avais une pression de dingue au-dessus de moi, mais ça détruit. Voilà. Et j'en avais jamais, moi, ça fait 32 ans que je fais que du droit du travail, je n'avais jamais eu de dossier de ce type. Et il y a 2 mois, j'en ai eu 3 dans la semaine. C'est très violent. En tout cas, au moins, Très la violent. personne que j'ai accompagnée, il était vraiment détruit. Ouais, Ça a été très dur à remonter. Ouais, je suis Ouais, d'accord. c'est bien. C'est violent pour tout le monde. Bien sûr. C'est violent Ouais. pour les salariés aussi. Ah, mais évidemment. Non, mais quand je dis ça, je prends pas du tout parti. Mais c'est ce qu'on dit, en fait. Une enquête, c'est ce que tu disais, ça fait vraiment. Alors, je ne dis pas qu'il faut pas faire d'enquête, hein. Évidemment, il faut faire des enquêtes à bon escient. Mais ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts, d'un côté comme de l'autre. Alors moi, je voudrais juste insister sur un point parce que pour moi, ça a été majeur, c'est l'aide du secteur médico-social. C'est ça. Voilà, ça, je les ai cités. Sincèrement, c'est ce qui nous a permis, nous aussi, d'essayer d'accompagner toutes ces souffrances. Ça a été vraiment un rôle extrêmement actif de la part des médecins du travail, des psychiatres. Il y a des psychiatres qui sont salariés chez Air France. Et donc, je me suis, à l'époque, énormément appuyé sur eux. Et eux, évidemment, s'occupaient tout aussi bien de ceux qui signalaient les victimes que des personnes qui étaient poursuivies pour harcèlement. Et donc là, on sentait qu'il y avait quand même un accompagnement qui était vraiment utile. Comment l'enquête soit faite sans avoir reçu des personnes, quelque chose comme ça. Il n'y a pas forcément de respect du contradictoire. Donc, par exemple, le harceleur n'est pas, enfin, moi je le déconseille, hein, mais normalement, on n'est pas obligé de l'interroger. Ce qui est fou, hein, mais il y a de la jurisprudence dans ce sens-là. Sauf qu'aujourd'hui, dans les contentieux, quand on a été licencié après une enquête, eh bien, quand on est pour le salarié, on va démonter l'enquête. On va dire que, justement, il n'y avait pas de respect du contradictoire, ça a été que à charge, etc., etc. Donc l'enquête, c'est un outil qui est utile, qui existe et il faut l'utiliser, mais je répète, à bon escient, et il faut être extrêmement respectueux des règles de l'enquête interne pour justement parce que là, il y a des cellules dans les grandes entreprises, mais dans les PME, il n'y a pas tout ça. Donc voilà. Merci. On passe à l'intervention d'Éric. Oui, merci Jade. Bon, je vais faire, si tu m'autorises, parce que à distance, j'ai la chance de lire les commentaires plus que vous facilement, je vais dire. Donc, je vais rebondir, mais du côté praticien, n'étant pas ni juriste ni DRH. Alors, il y a beaucoup de commentaires, notamment de mon ami et collègue Sandra Galisso, en complément de ce que disait Charlotte, notamment sur l'article 1152, là, le fameux, hein, qui suscite pas mal de débats. J'avoue que personnellement, moi, je suis un peu à distance, enfin, je me mets un peu à distance dans ce genre de situation parce que, et d'ailleurs, on a vu les questions qu'il y avait, hein, est-ce que le texte est flou, mais bon, on s'en sortira jamais, je crois, et le décret de juillet nous aide pas. Conciliation, médiation, conciliation. Donc, je crois que la question qui était posée tout à l'heure, c'est compliqué d'y répondre parce que c'est le texte qui crée un boulga autour de ce sujet-là. Enfin, c'est juste ma vision de terrain. Donc moi, quand j'ai des demandes, sachant que ce que j'en ai toujours compris, c'est que ce type de médiation devait être exclusivement à la demande du dit harceleur ou du harcelé, hein, c'était une des conditions. Et par rapport à la confidentialité, moi, j'essaie de les faire basculer vers un dispositif de médiation conventionnelle pour sortir un peu de toutes ces histoires de rapports, etc., etc. Voilà, c'était ce que je voulais en dire. Alors après, moi, ce que je vois aussi sur le terrain, c'est parce que quand je suis contacté, c'est est-ce qu'il faut commencer par la médiation, est-ce qu'il faut commencer par l'enquête, est-ce qu'il faut faire les deux en même temps, voilà. Donc j'allais dire que bon, un peu de façon ce que j'en comprends aussi, hein, c'est que l'enquête, elle doit être à l'initiative, enfin, elle va être déclenchée par l'employeur en général. La médiation, peut-être plus par les salariés, quoique. Et par rapport à toutes les questions qui ont été posées, moi j'ai envie de dire, et notamment sur la question de est-ce qu'un salarié qui est en arrêt maladie peut participer à une médiation, etc. Et j'allais dire finalement, est-ce que les mieux placés pour répondre à cette question, ce ne sont pas les personnes concernées? Donc j'avoue que moi, j'ai pas de... Enfin, il y a tout un contexte et une approche systémique à avoir, mais je m'interdis pas la possibilité de contacter un salarié
même en arrêt maladie, pour évoquer la possibilité de. Voilà, c'était les quelques propos que je voulais tenir par rapport à mes expériences. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette grande difficulté des DRH et peut-être des juristes aussi sur de la poule et de l'œuf et de l'enquête et de la médiation, quoi. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est plus, mais là aussi c'est qu'une perception, c'est après aussi une approche stratégique de l'entreprise et notamment de ce que je peux en comprendre, de ce que je peux en décrypter en pratique, c'est aussi peut-être des relations CSE employeur, puisqu'on voit bien que c'est souvent ce binôme-là qui est à la manœuvre, évidemment, quand on parle de harcèlement. Voilà, donc c'était mes petits commentaires à distance. Et puis il y avait une question que je trouvais intéressante avant de rentrer dans deux cas concrets, puisque c'était la demande, c'est que moi j'ai aussi de plus en plus de médiations que j'appelle des médiations préventives, c'est-à-dire des médiations où on a des signaux faibles, hein, et on n'attend pas effectivement d'être dans le dur du conflit ou de la situation dite de harcèlement pour mettre en place des médiations. Voilà, et ça je trouve que c'est quand même une façon de faire de la médiation qui est de plus en plus intéressante puisqu'elle permet de ne pas être dans des choses encore trop compliquées par une approche plus préventive. Voilà. Et donc, pour illustrer tout ça, j'ai retenu deux médiations que j'ai eu l'occasion de faire dans des situations dites de harcèlement. Alors, j'insiste bien là-dessus parce que c'est ce que disait aussi Olivier. Je pense que quand le harcèlement est avéré, la médiation peut être intéressante s'il y a un retour des salariés au travail en suivant, mais si les faits de harcèlement sont avérés, je pense qu'on est plus dans des actions disciplinaires de l'employeur. Et donc, j'ai retenu deux médiations, sachant que voilà, j'ai regardé un peu avant notre intervention. J'ai à peu près, sur les médiations que je fais tous les ans, 7-8 demandes liées à des situations dites de harcèlement. Et pour quasiment tous les cas, on n'était pas dans des situations de harcèlement avérées, mais c'est vrai que le mot de harcèlement est un peu un mot fourre-tout, comme à l'opposé la bienveillance et l'empathie, quoi. Aujourd'hui, ça fait partie un peu des mots fourre-tout qui font qu'on tire à vue. Alors, et justement, j'ai retenu une médiation que j'ai été sollicité par une DRH. On est dans la téléphonie mobile, suite à une saisie du CSE sur une situation de harcèlement dans un service de communication, on va dire ça comme ça, entre une collaboratrice et son N+1. Et la DRH qui est à distance des deux collaborateurs, et ça a peut-être aidé dans la situation, est assez surprise qu'on la saisisse, que le CSE la saisisse sur ce dossier-là, parce qu'elle connaît bien les deux salariés. Elle sait qu'ils ont une relation de proximité. D'ailleurs, c'est l'un qui a fait rentrer l'autre dans l'entreprise, qui se connaissent depuis longtemps. Donc, elle est assez surprise. Mais bon, elle tient compte de cette demande, évidemment. Et elle me sollicite pour savoir si on peut mettre en place une médiation, en m'indiquant qu'elle a appelé les deux collaborateurs avec lesquels elle a très peu échangé, mais il lui a un peu mis la puce à l'oreille, c'est que les deux collaborateurs ont accepté très vite la proposition de médiation. Et quand je contacte les deux salariés, alors je contacte la salariée d'abord qui a été identifiée comme harcelée par le CSE, elle s'empare du sujet très vite, me dit qu'elle est soulagée, parce que voilà, elle peut pas me donner tous les détails à ce stade parce que c'est assez compliqué pour elle émotionnellement, hein, c'est ce que tu disais Olivier, mais qu'effectivement elle est très embarrassée par cette situation, que le truc lui a échappé. Et que d'ailleurs, elle profite du télétravail pour éviter d'être présente en entreprise. Bon, voilà, donc elle atténue un peu le propos, donc ça me donne une nouvelle grille de lecture. Par contre, quand j'ai l'entretien avec son N+1, ben là, c'est le chaud et le froid parce que lui me dit que finalement, il y a beaucoup réfléchi et que probablement qu'il est harceleur et qu'il est très affecté par cette situation, puisqu'en y réfléchissant, voilà. Donc, on rentre en médiation en plénière avec ces deux présentations qui me laissent un peu perplexe. Et donc, en fait, la médiation va être assez rapide, puisque très vite, la collaboratrice, qui était très inquiète de cette rencontre, prend la parole tout de suite.
pour dire à son collègue qu'elle est contente qu'il ait accepté cette médiation, qu'elle est très affectée par la situation parce que, évidemment, pour elle, il n'y a jamais eu de harcèlement, quoi. Et en fait, elle explique que c'était en novembre l'année dernière, enfin, il y a 2 ans, et que à la machine à café, effectivement, elle expliquait que c'est une période dans cette entreprise qui est très soutenue pour les services communication, et que son chef de service, là, lui met une pression un peu forte parce qu'ils ont des choses à rendre dans des délais très courts, etc., etc., ce qui l'amène d'ailleurs à faire des erreurs. Euh, mais que donc elle a utilisé le mot de harcèlement au sens de il me met la pression, il me lâche pas les baskets, quoi, parce qu'il a ses attendus. Et en fait, la situation lui a complètement échappé puisque l'après-midi en CSE, le cas a été posé en réunion et que la machine s'est emballée, pour reprendre son propos, et que finalement elle s'est sentie en plus dépossédée de la situation. Et que donc la seule façon qu'elle a trouvé de mettre de la distance dans tout ça, c'est comme ça qu'elle s'en protège finalement, c'est d'utiliser à fond le télétravail, de venir le moins possible au bureau et finalement d'être le moins possible en contact avec son N+1, mais pas tant évidemment parce qu'il est harceleur, puisqu'encore une fois, c'est pas du tout le cas pour elle, mais parce qu'elle sait plus comment le regarder en face, vu les proportions que prenne la situation, quoi, compris la situation. Voilà. Donc elle pose ça, et forcément ça va beaucoup mieux, sauf que son N+1, et moi elle m'a beaucoup marqué celle-ci, c'est pour ça que je la partage avec vous, a fini par se persuader qu'il était peut-être harceleur. Voilà. Et il nous explique que non, c'est gentil de sa part de minimiser le propos, mais enfin, il y a beaucoup réfléchi, il en a parlé avec son épouse, peut-être que finalement, il a un management très masculin et qu'il fait ou qu'il a dit des choses et que finalement, il s'excuse, quoi. Voilà. Donc, bon. La médiation permet ça aussi, c'est-à-dire qu'elle lui confirme que s'il y a bien quelqu'un qui est pas harceleur, c'est lui et qu'il n'y a pas de sujet. Et qu'encore une fois, finalement, elle est très mal, puisque elle confirme, c'est quand même lui qui l'a fait rentrer dans la société, qui sont partis en vacances avec leurs conjoints, leurs enfants, etc. Et voilà, et c'est tout ça qui a mis de la distance, mais évidemment, le fait de plus venir au bureau et d'éviter son N+1 parce qu'elle était très embêtée, ça a aussi beaucoup aidé la rumeur, hein, parce qu'on sait les dégâts que ça peut faire en entreprise, surtout dans ce type de situation, sur le fait que si elle venait plus, c'est qu'elle voulait éviter de le croiser, et qu'il n'y avait pas de fumée sans feu. Voilà. Donc ça a permis de remettre les choses à leur place, mais en tant que médiateur, j'étais pas satisfait de, si j'ose dire, du résultat. Voilà, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui était toujours pas évoqué. Et donc je leur propose, finalement, avant de clôturer la médiation, je leur propose un aparté à chacun, pour pouvoir leur dire que voilà, on va pouvoir arrêter la médiation, mais que j'ai une espèce d'intuition qui me fait dire que tout n'a peut-être pas été dit et que je veux en avoir la certitude. Donc je propose l'aparté d'abord à la collaboratrice, pour les médiateurs autour de l'écran et autour de la table. On sait que l'aparté, c'est aussi un moment où on peut être dans une relation, je trouve, un peu plus directe. Donc je le présente un peu comme ça, et elle hésite et elle finit par me dire qu'effectivement, elle est soulagée que l'affaire du harcèlement, entre guillemets, soit réglée, mais que ce qui subsiste pour elle, c'est que, en fait, tout ça s'est fait quelques mois après qu'elle ait obtenu une promotion dans son service, grâce à son N+1 au demeurant, mais que, en fait, elle n'aime pas du tout la nouvelle activité qu'on lui a proposée. Voilà, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout à l'aise avec le travail qu'on lui demande, qui est un travail plus de manager pour le coup et de supervision des équipes, alors qu'elle se qualifie plutôt comme une artiste et que son travail de création lui manque. Voilà. Et évidemment, avec un peu de malice, je lui demande pourquoi elle n'en a pas parlé, et elle me dit, déjà qu'il y a cette histoire de harcèlement, si en plus maintenant je viens de dire que ce que je fais me plaît pas, alors que c'est lui qui m'a aidé à franchir cette étape, elle me dit ce serait catastrophique, quoi. Donc je pense que le moment est pas opportun. Mais elle est en souffrance. Bon, donc je lui propose dans cet aparté de voir ce qu'elle veut en faire quand on revient en plénière.
et qu'elle a le temps de réfléchir à tout ça, le temps que je rencontre soit N+1, à qui je pose la même question, et qui me dit oui, je suis quand même soulagé, j'espère qu'elle dit pas ça pour me faire plaisir, mais enfin, vraiment, ça me soulage, etc. Mais effectivement, je vois bien qu'elle est malheureuse dans ses nouvelles fonctions, quoi. Et là aussi, avec un peu de malice, parce que je vois bien ce qui est en train de se dessiner, je lui dis, mais pourquoi vous lui en parlez pas? Et il me dit, bah, déjà qu'on m'a accusé de harcèlement, vous m'imaginez lui dire que je vois bien qu'elle n'est pas faite pour ce qu'elle est en train de faire et que c'est une souffrance au travail, quoi. Voilà. Donc, j'allais dire, on est revenu, j'ai fait en sorte que ce sujet-là puisse être abordé, et quelques mois après, il y avait un autre département qui correspondait tout à fait aux attentes de cette collaboratrice, et aidé par son N+1, en préparant la communication, parce qu'il ne fallait pas non plus donner l'impression qu'elle était exfiltrée du service, hein, ce qui aurait été là aussi contre-productif, elle est repartie vers de nouveaux cieux qui étaient plus en lien avec ses aspirations. Voilà, et je trouve que, enfin, j'ai retenu celle-ci parce que je trouve que à la fois elle a permis ben voilà, Sandra dit, de venir dégonfler le mot de harcèlement qui avait été lâché, pour reprendre ton expression, Sandra. Et moi, ce que j'en avais retenu, c'est cette notion d'emballement qui avait fait que la collaboratrice, ben, finalement, elle avait plus trouvé comme solution que le télétravail, quoi. Voilà. Et puis, deuxièmement, ça avait finalement, cet épisode avait permis aussi de revenir sur comment dit-on, une promotion qui satisfaisait personne, mais dont plus personne ne voulait parler dans le contexte qui était celui-là. Voilà. Donc, je la trouvais assez significative par rapport à ça. Et puis la deuxième dont je voulais vous parler, elle est plus collective. Alors cette fois-ci, on change d'univers puisqu'on est dans un bloc opératoire avec 30 salariés. Et ce sont deux collaboratrices de ce bloc qui sont aussi élues au CSE, qui considèrent que le manager du service est harceleur. Et elles demandent à plusieurs reprises une enquête. Hein, voilà. Alors, j'en profite pour répondre à enquête interne, enquête externe. L'enquête externe peut être menée par un tiers extérieur. Hein, c'est le terme, hein, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ce à quoi la direction n'a pas forcément envie de répondre positivement, pour deux raisons, hein, soyons très clairs. La première, c'est que c'est comme ça que le directeur me le présente. Il n'a pas envie d'accéder à la demande de ces deux membres du CSE pour des raisons qui lui appartiennent d'une part, et d'autre part, et on ne l'a pas évoqué, parce que le coût des enquêtes est parfois très élevé. Hein, voilà. Et dans ce cas-là, la proposition qui est faite lui paraît un peu démesurée. Donc, après avoir échangé sur l'intérêt de la médiation, le directeur propose la médiation en laissant à l'appréciation de ce qui va se passer après la possibilité de faire une médiation. Et donc là, je reçois les 30 salariés quasiment, qui viennent tous me dire la même chose, enfin 28 viennent me dire la même chose précisément, 27, puisque le manager est au milieu de tout ça, même si lui considère que là, il y a une espèce de cabale contre lui, voilà, mais j'ai 27 salariés qui viennent me dire que leur manager, il a des défauts, des qualités, des défauts, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas harceleur, et qu'en fait, c'est une espèce il y a une volonté de ces deux personnes, indépendamment de leur casquette de membre du CSE, de régler leur compte avec ce manager. Une des deux, d'ailleurs, je l'apprends pendant la médiation, ayant été en concurrence avec le manager pour le poste. Hein, voilà. Mais je trouve que, bon, voilà, la médiation, elle apporte aussi la reconstitution de certains pulls. Et donc là, j'ai 27 salariés qui viennent me dire qu'ils viennent surtout dans ces entretiens individuels pour soutenir leur manager, pour expliquer qu'il n'y a pas de situation de harcèlement, et troisièmement, qu'ils ne voient absolument pas l'intérêt d'une enquête dans ce cadre-là. Le seul collaborateur qui évidemment n'est pas du même avis est celui qui est aussi élu CSE et qui demande l'enquête et qui m'explique que il vient me voir par courtoisie en entretien individuel, mais que si j'organise une plénière, il n'y participera pas, puisque pour lui, le harcèlement est avéré et que seule l'enquête permettra de le déterminer.
Bon, voilà. Donc, et l'autre salarié, membre du CSE, finalement, se rend compte, parce qu'il y a des échanges aussi informels autour de la médiation, que peut-être ils ont poussé un peu le bouchon un peu loin et que les choses sont peut-être pas aussi manichéennes que ce qui a été présenté euh, depuis quelques semaines. Et donc, je propose une plénière pour aussi avoir une espèce de restitution et d'échange. Tout le monde y vient, sauf ce délégué du CSE, sa collègue décidant quand même de participer, ce qui lui permet de se rendre compte que finalement, encore une fois, la situation est très nuancée. Et parce qu'on parlait de confidentialité tout à l'heure, hein, on est d'accord que la confidentialité, elle peut être aussi levée à la demande des personnes en médiation. Euh, ont voulu que je sois la voix de ce collectif pour faire remonter à la direction qu'ils ne souhaitaient pas d'enquête et que si enquête il devait y avoir malgré tout, ils réitéreraient leurs propos tenus en médiation et en entretien individuel pour soutenir leur manager. Voilà, donc ce qui a été fait et ce qui a permis, à ma connaissance et à ce jour, puisque cette médiation est à quelques mois à peine, de permettre à l'employeur de prendre la décision de ne pas faire l'enquête. Et pour ce que j'en sais aujourd'hui, puisqu'en général, je fais toujours une évaluation de mes médiations à 3 ou 6 mois, aujourd'hui, la situation est apaisée en grande partie, même si le collaborateur continue à être en tension avec son manager, mais il a bien compris que le collectif ne le suivait pas par rapport à cette description de situation de harcèlement. Voilà ce que je pouvais donner comme exemple concret ce matin. Merci beaucoup, Eric. Juste avant de donner la parole à la salle, est-ce que tu peux donner quelques tips à nos médiateurs pour tout ce qui est pour gérer les spécificités d'un conflit quand il s'agit d'harcèlement moral? Est-ce qu'il y a des considérations à prendre en compte quand il y a ce genre de conflits qui sont différentes? Je pense que la réponse est oui, qui sont différentes par rapport à un conflit, par exemple, interentreprise ou à un autre type de conflit intra. Euh, Attends, hein, parce qu'avec le décalage horaire, j'avoue que moi, il est 2 heures du matin, donc j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre les questions. Mais, enfin, si j'ai bien compris, mais tu m'excuseras si je suis à côté de la plaque. euh, En tout cas, moi, la précaution peut-être supplémentaire, c'est de vérifier ce que disait aussi Charlotte, je crois, dans quel état psychologique, psychique, même si on n'est pas psychologue ou psychiatre, hein, mais dans quel état sont les parties, hein, parce que moi, j'essaie de pas tomber dans le panneau du harceleur et du harcelé a priori. Mais voilà, il y a quand même la notion de est-ce que les personnes sont en état de participer à une médiation, étant entendu que finalement, c'est quand même les mieux placés pour le savoir. Moi, j'insiste jamais, mais je fais la proposition en leur disant, voilà, si vous pensez que c'est pas le bon moment ou qu'il vous faut une organisation particulière, et j'ai entendu des choses qui, moi, me parlent aussi, hein. Ça peut être des médiations en visio, par exemple, hein, qui parfois permettent de mettre un peu de distance avec tout ça. Des médiations où il y a des accompagnateurs. Hein. Voilà, donc j'allais dire peut-être, et j'espère que j'ai bien compris ta question, Jade, je mets peut-être un peu plus de précaution dans la contextualisation et dans l'état de fragilité éventuel des uns et des autres, encore une fois, euh, par rapport à des médiations interentreprises ou dans des conflits interpersonnels que je qualifierais de plus classiques ou en tout cas où il n'y a pas le mot de harcèlement qui a été euh, jeté à un moment ou à un autre, quoi. C'est très clair, merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui, Jean Vasquez. Bonjour à, voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci pour ces propos très, très intéressants. Je voudrais revenir sur plusieurs aspects qui ont déjà été évoqués, mais peut-être pour reformuler ou retravailler un tout petit peu, si je n'ai pas compris la réponse. Euh, En cas de suspicion de harcèlement, mais avec des faits qui ne sont pas forcément clairs et qui mécaniquement appellent une enquête interne, euh, mais avec l'idée qu'une médiation serait utile, euh,
euh, comment faire? Parce que l'employeur est tenu d'une obligation de protection, à supposer si les faits sont avérés. S'il y a une suspicion, peut-être il est tenu d'une anticipation qui sont très en amont. En même temps, il est censé sanctionner, c'est-à-dire se mettre dans une logique de sanction potentielle de l'auteur des faits. Euh, donc il a aussi des obligations. Parallèlement, la médiation est bien sûr, en tant que médiateur, je veux dire que c'est évidemment attractif et qu'il faut vraiment ne l'exclure que si on y est forcé, comme option à proposer en tout cas. Est-ce qu'on peut gérer les deux en même temps? Comment déjà, ça dépend des parties probablement. Est-ce qu'elles sont prêtes à jouer sur les deux tableaux, surtout l'auteur supposé? Mais en tout cas, le moment où il y a une présomption, une potentialité de harcèlement, est-ce que l'employeur n'est-il pas obligé de faire cette enquête interne quoi qu'il arrive, et donc de piloter les deux à la fois, si les deux sont acceptés à la fois par les parties? Moi, spontanément, je répondrais que si il y a une forte suspicion de harcèlement, et donc le déclenchement de l'enquête interne, euh, je vois pas comment je pourrais, en tant que RH, hein, déclencher en même temps une médiation. Enfin, pour moi, il y a un choix à faire. Donc, si effectivement il y a une forte suspicion de harcèlement, c'est pour ça que la procédure collégiale est prévue. C'est justement pour établir les faits. Et suite à la procédure collégiale, si la procédure collégiale finalement conclut que le harcèlement n'est pas avéré, mais qu'il y a vraiment une souffrance et qu'il y a vraiment un lien qui a été distendu, spontanément, je reviendrai vers la médiation. Si la procédure collégiale conclut que le harcèlement est avéré, dans ce cas-là, c'est pour, en tant que DRH, je me dois de mettre en œuvre un processus de sanction. Mais ça, c'est une réponse de RH. C'est peut-être pas la même chose de Charlotte ou d'Éric. Si, bien sûr. Et puis moi, je dis toujours, quand on est avocat ou on n'est pas dans l'entreprise, donc la décision du DRH, c'est une décision qui est pas facile à prendre. Et moi, je me mets toujours, quand je suis côté entreprise, à la place de DRH parce que il faut qu'ils prennent la décision. En fait, quand le salarié, la médiation, c'est toujours, c'est la volonté des parties. Donc, de demander, quand les faits sont pas flagrants et avérés, de demander son avis au salarié. Et si le salarié est en arrêt maladie, pourquoi pas mettre le médecin du travail dans la boucle en disant, en demandant au médecin du travail si dans tel cas, est-ce qu'il pense que c'est bien d'aller en médiation. Voilà, c'est une idée, mais de mettre dans la boucle le médecin du travail, pourquoi pas? Eric, est-ce que tu veux compléter? On prend la question de Richard Wright qui lève la main en distanciel. Non, non, moi, rien de plus. Mais c'est vrai que le médecin du travail, ça peut être intéressant quand même. Je pense que c'est. D'ailleurs, c'est des bons prescripteurs de médiation, je trouve. Oui, Richard, on vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. J'ai été très intéressé d'entendre plusieurs interventions où on évoque le cas où quelqu'un qui est accusé de harcèlement fait l'objet d'une enquête un peu brutale. Je pense qu'il y a de plus en plus de ça. Bon, moi, mon activité, c'est à peu près 80% à droit du travail, moitié pour les employés, moitié pour les salariés. Dans les salariés, j'en ai qui sont accusés de harcèlement. Et ce que je vois de plus en plus souvent, ce sont des enquêtes qui sont menées avec une brutalité et une rapidité effrayantes. Ce sont des enquêtes à charge qui se soldent par des licenciements pour faute grave. Donc j'en ai un en ce moment. Il y a quelqu'un dont on ne s'est jamais plaint. Aucune plainte n'a été faite à l'encontre de cette salarié. Et puis tout d'un coup, il y a un groupe de salariés qui se plaint. Il y a une enquête où seuls ces gens-là sont entendus.
C'était une enquête rapide, unilatérale. Ma cliente n'a pas été entendue ni avisée même qu'il y avait une procédure en cours. Et puis, elle se fait convoquer rapidement à un entretien préalable. On lui prive, au moment de notifier sa mise à pied, on lui prive de tout accès au système informatique. Donc, elle n'était même pas en mesure de regarder ses emails pour démonter un peu les histoires des uns et des autres. Il y a l'entretien préalable et elle est licenciée pour faute grave. Et c'est un dossier où je me dis que la médiation peut servir pour rattraper le coup, en quelque sorte, et pour donner la parole au salarié qui est accusé, de regarder de manière un peu plus sereine les preuves, parce que dans le cadre d'une médiation, on pourrait vraiment parler de ces plaintes, on pourrait les mettre enfin, dans le contexte. Mais parti comme c'est parti, voilà, ma cliente est licenciée pour faute grave. Ça détruit une possibilité qui était en train de lui être offerte de mobilité. C'est la catastrophe pour elle. Et j'ai l'impression qu'il y a maintenant trop de sociétés qui ont tellement peur d'être accusé de couvrir un harcèlement, qui préfère lyncher la personne qui est accusée que de mener une enquête équilibrée. Donc je me dis que même si on est passé au licenciement, il y a moyen, si la société accepte, de mettre en place une médiation pour que on dégage une solution la salariée qui, franchement, quand on regarde les preuves, n'est pas du tout coupable de harcèlement. Voilà. Oui, de toute façon, la médiation après un licenciement, parce que dans votre cas, il y aura un contentieux, puisque lui, il n'est pas d'accord et il considère que ça n'a pas été fait correctement. Donc, dans ce cadre-là, après le licenciement, mettre en place la médiation, c'est tout à fait envisageable. Et ça permettra pour lui de lui redonner la parole après ce licenciement très brutal. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Je pense qu'une seule question. Dans le cas qui vient d'être évoqué, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, au lieu de faire une enquête brutale, de faire justement une médiation en navette? Parce que de mettre les gens en face les uns des autres, quand il y a peut-être un harcèlement réel, et donc ça, on n'en sait rien en fait au départ, de le faire en navette pour que les gens ne se rencontrent pas, mais de permettre en fait qu'il y ait un dialogue quand même qui soit là, qui soit échangé. Oui, oui, bah, c'est tout à fait envisageable. C'est l'avantage de la médiation, c'est que tout est toujours possible. Maintenant, il faut que les parties soient d'accord. Et Et concernant aussi la prise de responsabilité de part de la victime. oui, En bah, fait, ça c'est plutôt que l'enquête, parce que quelque part, on essaie autre chose, quoi, un mode alternatif qui n'est pas prévu forcément dans le protocole. Enfin, je ne sais pas, oui, mais Olivier, ce on que tu en disait que penses. c'était prévu maintenant. Aujourd'hui, pour l'instant, lorsque je vois cet accord et je pense à la pratique, moi j'ai beaucoup insisté, je ne sais pas si vous l'avez noté pendant ma présentation, sur la dimension systémique. Il est indispensable, lorsqu'une enquête est lancée, évidemment, de prendre en compte l'avis de l'ensemble des personnes qui sont concernées, et en particulier de celle qui est évidemment poursuivie. Je ne me souviens pas d'une enquête chez Air France où la personne n'a pas été reçue. Donc ce que j'entends là me choque profondément. Pour moi, ça ne correspond pas à l'esprit d'une enquête telle qu'elle doit être menée, une enquête collégiale. Bon, je rappelle qu'en plus, on a à partir du moment où il y a une enquête collégiale, donc il y a 5 personnes qui sont donc intégrées. Il y a très souvent un médecin du travail. Il y a toujours un ou deux managers. Il y a le conseiller QVT, il y a le RRH.
Donc, il y a cette collégialité qui correspond pour moi aussi à une protection vis-à-vis du respect des droits de la défense, si vous me pardonnez l'expression. Ce que j'entends par contre, qui est intéressant, c'est cette idée de, à travers une médiation navette, de faire en sorte que les gens se rencontrent et se parlent. Et ça, c'est vrai qu'à travers une enquête collégiale, je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui. Donc, chacun est écouté, mais ils ne sont pas confrontés, en fait. Donc, c'est une idée intéressante, ça, qu'il faudrait creuser, effectivement, dans ce type de processus. Là, bon, une fois de plus, je ne sais pas où on en est maintenant, puisque j'ai quitté l'entreprise il y a 4 ans, mais cette idée de faire en sorte qu'à un moment, les gens puissent se parler, et qu'à partir de là, peut-être accompagné par une personne qui soit compétente, c'est-à-dire un médiateur, mais on a aussi des médiateurs en interne, et bien peut-être qu'à partir de là, on puisse aussi faire en sorte que bien, la souffrance baisse de part et d'autre et qu'on évite aussi des injustices. Mais pour moi, la collégialité est quand même aujourd'hui la garante, une garantie de justice, sachant, c'est vrai, que les enquêtes sont là pour établir la véracité des faits. C'est pour ça que j'insistais beaucoup sur le fait que le grand intérêt de la médiation, c'est que la médiation permet de traiter la souffrance. L'enquête n'est pas là pour traiter la souffrance, elle est là pour donner au DRH une vision la plus claire possible sur est-ce que les faits sont avérés ou pas. C'est pas le même objectif, hein. Mais les deux peuvent être complémentaires. Mais si les faits sont avérés, je suis désolé d'insister, le DRH, je ne vois pas déclencher un DRH, déclencher une médiation s'il y a des faits avérés de harcèlement. Dans ce cas-là, il doit prendre une décision, il est responsable de la décision, de prendre une sanction. Merci. On va prendre une dernière question. Oui, Olivier a parlé à plusieurs reprises de la solitude du DRH, et justement, ça, je rebondis sur le dernier point. Je suis troublé par ça parce que pour moi, évidemment, les cas sont complexes et ils engagent la société tout entière dans le COMEX. Et donc, entre une médiation qui va durer quelques semaines et coûter plus cher versus une procédure qui va durer longtemps et coûter cher, je comprends pas qu'on n'embarque pas le COMEX. Et donc, pourquoi cette solitude est-elle si grande et pourquoi est-ce que le DRH ne peut pas à l'occasion, enfin peut-être en petit comité, mais on va avec les DG, présidents, etc., s'ouvrir, enfin résumer les cas et dire, bah, écoutez, voilà, moi si je fais A, bah, j'ai une médiation, voilà, voilà, machin, et donc est-ce que vous pouvez pas prendre la décision à ma place, mais éclairer ma décision ou donner une ligne générale, ou par exemple on a 3 cas en cours, est-ce qu'on va s'en taper un 4e, etc. Ce genre de choses. Je suis un peu troublé par cette histoire de solitude du DRH. Merci. Oui, merci de votre question, parce qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, avec l'ouverture du champ de la médiation, depuis plusieurs années, il y a ça permet au DRH en fait de se sentir moins seul. Et une fois de plus, le fait de travailler de plus en plus étroitement avec des médiateurs pour les ressources humaines, je trouve que j'aurais aimé connaître ça il y a 10 ans, sincèrement, hein. Donc ça c'est une ouverture en termes effectivement de prise d'échange avant de lancer un processus. Et la médiation effectivement permet d'éviter effectivement parfois des situations où le DRH se dit bon ben sincèrement il y a de la souffrance partagée et la médiation va permettre d'avancer parce qu'on n'est pas sur quelque chose qui est vraiment totalement avéré. Après, bien évidemment, quand je parlais de solitude du DRH, il y a un petit côté complainte, mais bien évidemment que le DRH, face à des cas très graves, il va quand même consulter, il va aller parler avec son directeur général, il va échanger avant de prendre une décision qui est très lourde du type sanction comme licenciement et autres. Mais in fine, le texte prévoit que c'est lui qui prend la décision. Merci beaucoup. Merci Charlotte et Olivier d'être venus au CMAP. Merci Eric pour ta présence malgré le décalage horaire. Et merci à tous les participants qui sont venus au CMAP et ceux qui sont en ligne. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci.